Ok. C'est parti. Alors, salut à tous. On est en live pour le deuxième live permanence de l'association Formaker. Donc, on est, enfin, il est exactement 11h32. On a 2 minutes de retard, mais c'est pas grave, puisque aujourd'hui, on sera pas juste deux. Il y aura d'autres personnes avec nous. Donc, pour ceux qui vont nous voir en live, je vous invite dès maintenant à déjà, si vous pouvez nous écrire, si vous nous voyez, vous nous entendez bien, pour voir que tout soit OK. Et ensuite, si vous avez des questions, des remarques à poser pendant le live, n'hésitez pas à le faire dans le chat prévu à cet effet. Alors aujourd'hui, effectivement, on est déjà trois. Peut-être qu'il y aurait une quatrième personne qui va nous rejoindre, si évidemment elle réussit à nous rejoindre, puisque voilà, on est en live, on est en train de tester des nouvelles méthodes de faire des vidéos. Alors aujourd'hui, il y a Alexandre et Fred qui sont avec moi. Je vous propose déjà juste très rapidement, Alexandre et Fred, peut-être de vous présenter chacun personnellement pour dire 2-3 mots de qui vous êtes. Ouais. Honneur aux Fred, tu invités. commences ou je commence? Vas-y. Ok. Alex, vas-y, c'est toi qui es le Ok. premier à l'écran. Ok. Alors moi, je me présente, je m'appelle Alexandre Adler. Donc, j'ai fait des études en fait de 3D à la MJM pendant 3 ans, en animation, modeling et tout ça. J'ai fini mes études il y a de cela bien 5 ou 6 ans. J'ai continué à me former de mon côté, surtout aux méthodes de sculpting sur ZBrush, topologie. Je fais un peu d'animation aussi, et un peu de texture, et de temps en temps, ça m'arrive aussi de sketcher quelques personnages vite fait bien fait pour avoir des grandes lignes avant de sculpter le personnage, quoi. Voilà. Alors je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, puisque je pense qu'il y en a certains qui vont poser la question. Est-ce que tu Ouais. peux juste expliquer ce que ça veut dire sketcher? Alors, un sketch, si tu veux, c'est un concept art. Donc, c'est des dessins très vite faits, des grandes lignes de tes personnages. Donc, c'est utilisé par beaucoup de boîtes de jeux vidéo, hein, notamment Blizzard, Ubisoft et tout ça. C'est-à-dire que quand ils ont des gros projets et qu'ils n'ont pas le temps de s'attarder sur des dessins déjà finaux, tout stylés et compagnie, ils demandent au dessinateur d'en gros dessiner un personnage dans des grandes lignes, la taille, le sexe, le visage à peu près, tout ça, et quelques formes d'équipement. Ils envoient ça au modeler et en fait, le modeler, il va modéliser les grandes lignes et après, il a quartier libre pour rajouter d'autres éléments s'il veut, quoi. Ok, super. Fred, je te laisse te présenter. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je me représente. Donc, Maker Fred, on est une association de makers. C'est l'association Formaker. On a un local d'habitude à la Mid. C'est un local dans le quartier Milieu Neuf. Et du coup, à cause du confinement, c'est assez compliqué d'aller sur place. Et donc, on a décidé de faire une permanence chaque semaine en live avec vous pour garder le lien, puisque le principe d'une association, c'est finalement de se voir, d'échanger des bonnes pratiques et de continuer à faire vivre l'esprit associatif. Donc, comme vous avez pu le voir avec Alexandre, qui est modeleur 3D, l'association, elle fait de la 3D un sujet éducatif, puisqu'on propose des ateliers d'initiation à l'impression 3D. Et on propose un quiz avec des questions qui sont plus ou moins accessibles, puisque notre public est donc la plupart du temps des jeunes. Et pendant l'heure qui vient, on va poser des questions quiz, on va regarder une impression 3D en live, et comme ça dure à peu près 1 heure, on y reviendra à peu près toutes les 5 minutes. Et entre-temps, Alex nous fera, si j'ai bien compris, une démonstration de modeling en 3D. Faudra que je partage l'écran alors, je pense. C'est une idée.
Ou alors, Sinon, tu t'avais peux pas prévu essayer ça? de filmer avec ton téléphone ce que tu fais, hein, Ouais, bon, si après, t'arrives le pas. problème, vu que j'aurais une main de prise pour montrer avec le téléphone, je pourrais pas faire une démonstration de sculpting ou quoi que ce soit. Je pourrais montrer que quelques projets, quoi, sur lesquels j'ai bossé ou que je suis en train de bosser. D'accord. Ben, le temps que tu te prépares, on peut peut-être jeter un œil à l'impression 3D que j'ai lancée. Waouh. Alors, C'est magique comme ça, il y a l'impression qui apparaît. elle a déjà 1 heure d'impression derrière elle, parce que l'impression dure à peu près 2 heures et on espère arriver à la fin de ce live. Je vais vous proposer de voir les quelques premières minutes dans un fichier que j'ai enregistré, un fichier vidéo. Donc, c'est pas celui-là, mais c'est une impression vidéo, donc une impression filmée. Voilà comment l'imprimante fonctionne en accéléré. Et justement, pour reboucler sur l'impression 3D et le quiz, je vais passer sur le quiz. Pour ceux qui étaient pas encore là la semaine dernière, tant mieux, ils vont découvrir. Et ceux qui ont déjà les réponses au quiz, je les invite à nous poser des calls, des questions et à augmenter le quiz s'il y a des choses en 3D qu'ils veulent partager. Alors, est-ce qu'on a des participants au quiz? Je laisse Lionel regarder les présents, les questions. En tout cas, pour parler de l'histoire de l'impression 3D, voilà le quiz. La question, c'est une date. À votre avis, à quelle époque, à quelle année exactement, des chercheurs en France et aux États-Unis ont découvert l'impression 3D? Alors, pendant que vous prenez le temps de répondre sur le chat du live, je peux déjà vous dire que c'est pas en 2014. 2014, c'est l'année où moi j'ai découvert l'impression 3D. Et le grand public a fini par le découvrir un peu plus tard, puisque les journaux télévisés commençaient à en parler, des vendeurs, même dans les supermarchés, vendaient des imprimantes 3D. Grand public, hein, ça veut dire qu'elles peuvent être accessibles à toutes les bourses. Donc, Alexandre, toi, est-ce que tu as une idée ou tu connais la réponse? Alors pour l'impression 3D, je sais que c'est arrivé assez tôt, hein, je crois que c'est arrivé en 94 si je me gourre pas. Alors, il y Alors, a c'est une Dominique réponse. qui nous suit sur le live. Il a écrit ça, je sais, mais bah, tu peux peut-être mettre la date, Dominique, si jamais. C'est bien qu'il y en a qui sachent. Et pour ceux qui savent cette réponse, il y a un quiz niveau 2. C'est à votre avis, où en France ces chercheurs ont découvert l'impression 3D et où, dans quelle ville aux États-Unis l'Américain a découvert l'impression 3D? Lionel, donc tu as une bonne réponse? Ouais, il y a Dominique qui nous dit 1984. Eh ben, il a une bonne réponse. Effectivement, en 84, des chercheurs en France. Et dans quelle ville? À votre avis, c'est pas très loin d'ici. Si je vous dis à 1 heure en train
de Strasbourg, c'est quoi la prochaine ville qu'on trouve? Où tu vas, hein. Si c'est au À nord, l'ouest. au sud, à l'est, à l'ouest, À l'ouest. bah, tu peux aller vers Nancy, vers Metz, vers Reims. Et on a un gagnant. Alors oui, les chercheurs étaient basés à Nancy. Et Ah, aux États-Unis, alors j'ai pas l'info en direct, mais il se trouve que l'Américain, donc Chuck Hull, a fondé une société qui s'appelle 3D Systems. Et il l'a fondée dans une ville qui s'appelle Rock Hill. C'est dans la Caroline du Nord ou du Sud, il me semble. Et ce que je raconte en général aux jeunes qui me suivent, c'est que je leur dis, voilà, il a déposé le brevet, parce que l'Américain, il avait de la suite dans les îles. Et un brevet, qu'est-ce que c'est? La plupart des jeunes qui suivent nos ateliers sont justement au niveau 3e, et donc ils disent, moi je sais ce que c'est le brevet. C'est le diplôme que je vais passer fin d'année. Et je leur réponds, oui, c'est vrai, mais un brevet, c'est aussi autre chose. C'est un document qui est certifié par un avocat en propriété intellectuelle et qui dit que l'idée que vous avez eue à cette date-là, on la protège pour un certain nombre d'années, 10, 20 ou plus, mais 20 ans en général, c'est bien pour protéger une idée, pour en faire un business, et c'est effectivement ce que l'Américain a fait. Alors, est-ce que, avant de passer à la prochaine question, on regarderait où en est l'impression 3D, ou Alex, tu as du contenu à proposer? Ouais, j'ai ouvert tous mes logiciels, j'ai 2-3 projets à montrer, ouais. Ok, ben, si tu peux, fais-toi plaisir. Alors, bon, j'ai essayé de filmer avec le portable, hein, donc la qualité d'image risque d'être un peu dégueulasse. Alors, flip. Alors, voilà ce que je suis en train de faire en ce moment, hein. Donc, ça, si vous voulez, en fait, c'est donc un logiciel que j'utilise beaucoup, qui s'appelle ZBrush. Alors, ZBrush, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'était lors de la création du film Le Seigneur des Anneaux. La plupart donc des créatures et tout ça, ils voulaient les faire en 3D, mais c'était vraiment trop laborieux de le faire en, comment dire ça, en méthode de 3D traditionnelle, c'est-à-dire faire tous les polygones, faire des maillages en polygones, tirer les formes, créer des formes et tout ça. Et ils ont découvert ce petit logiciel qui avait été au départ un logiciel amateur créé par Pixologix. Et ils se sont servis de ce logiciel. Alors pourquoi il est très intéressant, c'est que je vais essayer de voir si je peux montrer vite fait. J'essaie de trouver un de mes... Voilà. C'est qu'en fait, c'est un logiciel qui permet de sculpter en 3D. Alors, c'est pas de la sculpture comme nous on l'entend, hein, c'est pas rajouter de la terre ou tout ça. C'est en fait, il se sert d'une méthode, donc une méthode de polygone. Là, vous pouvez le voir, hein, vous voyez le maillage et tout ça. Et plus vous avez de définition, et plus en fait, vous pouvez commencer à, si on veut, alors, size. La souris, c'est pas Quand tu modélises en 3D, c'est un dessin en virtuel. Et ce volume en 3D, que ce soit le bonhomme que tu as fait ou ce qu'on est en train d'imprimer sur l'imprimante, c'est un format de fichier 3D qui passe de ton ordinateur à l'imprimante 3D. C'est-à-dire que ce que tu as dessiné, ce que tu as sculpté sans tes mains, ça peut être imprimé ou créé en réel sans tes mains aussi, grâce à l'impression 3D. Ouais, il faut juste l'exporter en objet. Après, comme dit,
quand on fait des personnages comme ça, donc si je montre vraiment le gros là que j'ai fait, pour faire un personnage comme ça en impression 3D, je pense qu'il faut quand même avoir plusieurs pièces séparées, quoi. D'accord. Alors, si Lionel veut bien tourner sur mon écran, ça fait une transition intéressante. On parlait de format de fichier. Et voilà, ce que l'américain Chuck a inventé en 84, 86, c'est un format de fichier qui s'appelle STL. Est-ce que tout le monde connaît ce format de fichier? Ça m'étonnerait. En fait, c'est un équivalent au PDF. Alors, le PDF, vous avez sans doute dû tous essayer d'imprimer des choses sur votre imprimante noir et blanc et couleur. Eh bien, le STL, c'est pareil que le PDF, mais pour les imprimantes 3D. C'est-à-dire qu'un PDF que vous envoyez à n'importe qui autour de la planète avec une imprimante noir et blanc ou avec couleur, il imprimera votre document facilement. Et le STL, c'est pareil. C'est-à-dire ce que modélise Alexandre là comme personnage, s'il l'enregistre en plusieurs fichiers, dont le STL, moi, je pourrais éventuellement l'imprimer sur la petite imprimante 3D sans qu'il ait besoin de venir voir l'imprimante. Il m'envoie le fichier par mail et c'est ça qui reste intéressant. Alexandre, là où il est confiné, il dessine une pièce en 3D et là où on a besoin d'une pièce en 3D, eh ben, on peut l'imprimer. Pour continuer sur le quiz et pour vous parler sans doute des choses que vous entendez en ce moment, c'est que justement, il y a des visières qui sont imprimées en 3D pour les personnels hospitaliers et c'est cette magie-là que l'impression 3D peut permettre assez rapidement. Donc, pour revenir sur le fichier STL, on a une autre invention de l'américain, c'est, vous voyez, il invente un matériau que j'ai représenté sous la forme d'un cake, un gâteau. Et ce matériau, c'est une sorte de pâte à gâteau qui est sensible à quoi? Et j'ai mis un soleil. Alors, pour ceux qui arrivent à faire le rapprochement, quand on est exposé au soleil et qu'on ne met pas de crème solaire, il nous arrive quoi? Lionel? Fred? Ouais. Quand tu es au soleil, tu bronzes? Ou tu as des coups de Effectivement, soleil? quand on est au soleil, ça peut arriver de bronzer. Et à votre avis, c'est quoi l'effet magique, plus ou moins? Parce que quand on bronze, on peut brûler, on peut avoir des coups de soleil. En fait, le soleil nous envoie à quoi? Est-ce qu'il y a encore des participants au quiz qui répondent à cette question? Bah, effectivement, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à répondre. Hein. Et toi aussi, d'ailleurs, Alexandre, hein, si moi je connais la réponse, mais si tu veux tenter de répondre, n'hésite pas. Bah, si je me trompe pas, qui dit être au soleil dit coup de soleil, dit chaleur, hein, donc je pense que l'idée du soleil et du gâteau, c'est en fait le thermoformage, en fait, si je ne me gourre pas. Alors, il y a un début de réponse. C'est vrai qu'on est au soleil, il fait chaud. Pour cuire un gâteau, on met la pâte à gâteau dans le four qui crée de la chaleur. Mais le soleil, il n'envoie pas directement de la chaleur. Il envoie des rayons solaires qui sont extrêmement puissants parce que on a le soleil qui est très loin et quand même il vous réchauffe à cette distance et c'est donc les rayons. Lionel, on a une réponse sur le chat? Alors, on a une réponse sur le chat, mais en fait, c'est une question qui n'a rien à voir avec la réponse. C'est quelqu'un qui demande quel logiciel pour la modélisation du personnage.
Donc tu parlais de ZBrush, Alexandre. Ouais. Voilà, donc, alors je vais donner la réponse j'ai écrit juste et on va repasser sur la modélisation. Alors la réponse c'est… Ah attends, il y a quelqu'un qui a répondu soleil égale U. Exactement. Alors les ultraviolets, c'est quelque chose qui envoie du lourd, qui donne de la chaleur, des rayons. Et une fois qu'on aura passé chez Alexandre, on passera sur une autre question de la chaleur. Un petit tour sur l'impression 3D. Et Alexandre, tu peux continuer ta démonstration. Alors, il avait posé quoi comme question nouveau par rapport à la modélisation, c'est ça? La question, c'était quel logiciel pour la modélisation? Alors, il y en a plusieurs, hein. Alors moi, je jongle entre 3 à 4 logiciels différents. Pour tout ce qui est personnage, pour modélisation et tout ça, au départ, c'est vraiment du ZBrush. C'est du sculpt parce que c'est plus simple, hein, comme j'ai montré avant sur le corps. On peut, voilà, quand on peut tirer les formes, on peut rajouter de la matière, on peut bouger la matière et tout ça. C'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser ce logiciel que de le faire en modélisation classique. Après, bien sûr, le problème, c'est qu'avec ce logiciel, quand on fait un personnage comme ça, je peux montrer là sur le compteur, je ne sais pas si on le voit bien. Attends, je vais… Un personnage comme ça, en sculpte surtout, et notamment quand on commence à faire des grosses pièces mécaniques, donc du face, vraiment des personnages photoréalistes, le nombre de polygones augmente vraiment de façon exponentielle. Et ça, pour un jeu vidéo ou pour certains films d'animation, c'est vraiment énorme, quoi. La machine, elle va cracher. Donc après, ce qu'on fait, on refait… Ah ouais, c'est effectivement beaucoup. Bon, maintenant, les jeux actuels, je prends par exemple Overwatch, chaque personnage fait du 30 000 à 60 000 polygones. Les machines d'aujourd'hui peuvent le tenir, hein, mais des millions et des millions de polygones, déjà à animer, ça va être une catastrophe. À faire fonctionner sur un jeu vidéo, ça va faire exploser la carte graphique, quoi. Et donc après, ce qu'on fait, ben, on switch sur un autre logiciel, donc qui est 3ds Max, qui est un logiciel que j'adore. Donc en fait, après, ce qu'on fait, voilà, c'est que vous avez vu un personnage avec beaucoup de polygones. Là, qu'est-ce qu'on fait après? On refait un maillage très simple, très low. Alors, il y a peut-être des questions qui vont se poser en mode ouais, mais là, on voit que ton personnage, il a très peu de polygones, il est très anguleux. Comment ça se fait qu'on a des formes aussi arrondies, des détails un peu partout et tout ça? Et ben ça, c'est le travail d'une petite map en 3D qui s'appelle la normale, en fait, qui va simuler du volume en utilisant qui va utiliser les vertex que font les polygones et qui va simuler du volume. Et après, qui dit peu de polygones, dit animation. Et là, c'est juste le bonheur, quoi. Alors la modélisation avec très peu de polygones, je trouve ça intéressant et surtout normalement dans l'atelier qu'on propose avec l'association ForMaker, c'est de présenter la 3D, la 3D en fait qui est très accessible. On vulgarise justement le métier que tu es en train d'apprendre, le métier de modeleur. Et je vais vite passer sur la suite du quiz pour arriver à la partie comment modéliser soi-même très simplement un objet en 3D. Alors, pour le quiz impression 3D, vous voyez à l'écran une petite bougie avec une température et toujours le même
cake qu'on veut imprimer en 3D, mais c'est pas le cake qu'on va imprimer, hein. C'est une métaphore. Pour vous dire que Chuck, il a eu une bonne idée avec les UV, mais une autre société a finalement inventé un autre procédé, c'est de faire fondre du plastique pour, une fois qu'il est refroidi, donner une forme en 3D. Alors, qui, à votre avis, a une réponse pour quelle température la cire d'une bougie, à quelle température elle fond? Pour rappel, quand vous jouez avec une bougie, vous mettez le doigt, c'est chaud. Alors évidemment, on va mettre le doigt sur la flamme, hein. Ça brûle. Mais la cire chaude en est quelque chose de chaud, mais qui ne brûle pas. Donc, pour vous donner un indice, on est entre 0 et 100 degrés. Alexandre, tu as une idée? Tu peux répéter la question parce qu'il y avait mon père qui me parlait en même temps, vu que je suis confiné avec mon fils. Et donc, D'accord. Donc, à quelle température la cire d'une bougie fond-elle? C'est entre 0 et 100 degrés. Alors, donc tu avais dit que ça variait la température entre 0 et 100. Je sais que la cire, c'est quelque chose de très. Ça fond assez vite, hein. Quand tu le mets dehors, c'est que ça commence déjà un peu à se ramollir. Ouais. Dehors l'été, bien sûr. Ouais. Je dirais vraiment pour que ça goûte, hein, je pense qu'on doit approcher des peut-être 70 degrés Celsius, un truc comme ça. Alors, c'est pas loin. 70 degrés, pour mémoire, c'est la température où tu enlèves le doigt quand tu sens cette température. Tu as presque mal, là, tu te brûles presque. Donc, la cire, c'est un peu moins. Je vous donne la réponse. Voilà. La cire fond à 50 degrés. Et c'est important pour la suite. Tout à l'heure, je vous montrerai l'impression 3D avec un chiffre 50, mais un deuxième chiffre est intéressant. Il faut le trouver. Et là, c'est quelle température faut-il pour faire fondre du Lego? Et là, c'est plus que 100 degrés. Ah oui. Alexandre, une idée? Ouais, alors j'avais déjà fait le test à l'époque avec des petits soldats en plastique. Ouais. Parce que la masse, elle est beaucoup plus compacte, hein. C'est vraiment quelque chose. La cire est quelque chose de plus léger, de plus ça. fin. Un Lego, c'est quand même du plastique à la base fondu. Plastique injecté, ouais. C'est très solide. Ouais. Et ouais, c'est condensé, quoi. Donc c'est comme une brique, hein. C'est un truc très condensé. Ouais. Mon père, quand il faisait du thermoformage avec les panneaux, il utilisait un plastique fin. C'était à peu près pareil, du 5 degrés. Mais je crois que là, on doit bien approcher des 200, quoi, pour que ça se fasse, quoi. Eh ben, on voit que tu étais à bonne école. C'est vrai que tu parlais de thermoformage ou de plasturgie. C'est vrai qu'avant l'impression 3D, on avait un autre procédé, hein, dont on parlera tout à l'heure, pour faire des objets en 3D, enfin des objets en plastique. Mais tu es pas loin. En fait, tu es pile dedans. Voilà. Le plastique, en général, c'est 200 degrés. Et si Lionel peut passer sur ma webcam. Voilà, je rezoome sur l'impression 3D qui est pas loin d'être finie. Mais si vous regardez l'afficheur de l'impression 3D, il y a 3 chiffres. 200, 205, c'est effectivement le plastique qui a cette température. Alors, je vais vous montrer. Au-dessus de l'impression 3D, il y a une petite buse et un ventilateur. Et c'est là le mini-four qui chauffe à 200 degrés. Le plastique qui vient par un tuyau blanc. Le tuyau noir, c'est simplement l'électricité. Et sur le côté de l'imprimante, on a notre bobine de plastique.
Alors, ça n'a rien à voir avec des briques de Lego, mais c'est le plastique qui est conditionné comme ça, un peu comme sur une machine à coudre qui a des bobines de fil. Et ben, l'impression 3D utilise des bobines de fil plastique. Et simplement pour reboucler sur une chanson qu'on connaît, qui est dans ma tête assez souvent, c'est le plastique, c'est fantastique, mais depuis peu, on se dit que le plastique, c'est pas si génial que ça quand on voit la pollution des océans. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans le plastique de l'impression 3D, c'est que c'est un plastique qui n'est pas issu du pétrole, mais qui est issu de l'amidon de maïs. Ça veut dire que c'est facilement malléable. Quand ça chauffe, ça ne produit pas des vapeurs toxiques. Et une fois que c'est imprimé, c'est recyclable. Voilà. C'est pas comme le plastique qui est jeté, carbonisé ou jeté dans les océans. L'impression 3D a quand même réfléchi à trouver une solution plus écologique que l'injection plastique. Alors, Lionel, si tu veux passer sur l'écran, on va vous parler d'un terme qui est intéressant. On parlait de sculpture tout à l'heure. Ouais. À droite, vous avez un petit bonhomme qui sculpte une statue dans du marbre. Et c'est comme ça qu'on faisait des objets auparavant. C'est-à-dire, j'avais besoin d'une statue, je prenais un bloc de marbre, je sculpte dedans, et les petits morceaux qui tombent, finalement, bah, c'est du déchet. L'impression 3D, qu'on appelle la fabrication additive, eh ben, elle rajoute des couches de plastique les unes sur les autres. Et grâce à ce fil fondu, on a une précision assez intéressante. Tout à l'heure, Alexandre parlait de maillage et de nombre de polygones. Ouais. En fait, on a à peu près la même notion sur l'impression 3D. C'est plutôt le nombre de couches. Et juste pour reboucler sur l'impression qu'on est en train de faire, alors elle est énigmatique. Depuis tout à l'heure, vous voyez un morceau de plastique orange en train de se construire. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont compris à quoi ça allait servir? Est-ce qu'on a des makers qui impriment des choses pour le domaine médical et qui savent à quoi ça peut servir? Ah, je vois ce que c'est. Je crois voir ce que c'est. Alors, Alexandre, une proposition? C'est pas la pièce pour les masques de plongée, là? Ceux qui font Exactement. Tu as reconnu. Alors, je vais retrouver la page en question. Vous avez effectivement les fameux masques de plongée d'une marque de sport et de magasins de sport français. Et le constructeur de ce masque, au tout début du confinement et de l'épidémie, a vu qu'il y avait un manque de respirateurs et il a créé une pièce, donc ce qu'on voit à peu près ici, une pièce qui s'adapte à ce masque et qui permet de ventiler les personnes en réanimation. Et c'est une des choses que l'impression 3D est capable de faire. Pour reboucler sur le nombre de couches, ben, ce fichier-là que je suis en train d'imprimer, d'ailleurs qui est quasiment fini, je peux le télécharger et on va directement
sur le logiciel qui va donner les instructions à l'imprimante 3D. Et vous voyez un ascenseur de couches. La première, c'est le numéro 1, la dernière, c'est 218. Et je vais faire monter l'ascenseur pour que vous voyez chaque couche de plastique fondu reposer sur la couche précédente qui est refroidie et qui donne ce que vous avez pu voir en impression 3D orange tout à l'heure se finir. Alors si je le mets dans l'angle que vous voyez, voilà. On n'est pas loin. Alors on a une intervention de Dominique dans le chat qui disait que lui il pensait que c'était un respirateur, donc il n'était pas trop loin de la chose. Alors oui, Dominique, c'est une pièce pour être utilisée comme respirateur. Et il y a ça d'intéressant dans l'époque actuelle, c'est de voir que avec ces petits outils 3D, on peut fabriquer des pièces qui sauvent des vies. Alors on a une question intéressante de Dominique qui se pose la question de l'imperméabilité des parois. C'est une très bonne question. Il se trouve que l'impression 3D que vous voyez ici en train de se faire en temps réel, c'est cette entre guillemets vieille idée qui date de 1989. À l'époque, on faisait fondre du plastique et on les solidifiait. Ah, l'impression est quasi finie et j'ai envie de dire, on peut continuer à parler de l'impression 3D et la perméabilité. Alors, on a cette petite imprimante 3D qui est utile pour voir et comprendre comment ça fonctionne, mais on va dire, elle n'est pas certifiée pour faire des pièces médicales. Il y a d'autres types d'imprimantes qui sont beaucoup plus fiables. Celle-ci permet de comprendre le sujet et de voir que finalement une pièce qui a été dessinée par le constructeur, il me semble c'est en Italie, cette pièce, si j'ai le masque avec moi, d'ailleurs je montre le masque. Lionel, si tu veux passer sur la caméra. Voilà, ça c'est la pièce que j'ai imprimée l'autre jour, qui n'est pas orange, et qui, justement, s'emboîte. Je n'ai pas envie de dire à merveille, hein, mais c'est quand même une précision de dixième de millimètre. Ça fonctionne. Ça veut dire que pour des objets qui sont moins soumis à une question de vie ou de mort, je vous donne un exemple là. Ça, c'est effectivement le genre de masse. La partie bleue est imprimée en 3D. Une visière a pu être collée dessus sur mesure. Et si je n'ai pas mon casque audio, je peux mettre une visière. Voilà la possibilité que l'impression 3D offre en ce moment. Alors, ces pièces qui sont modélisées, forcément, il y a une technique. Alexandre nous en parlait tout à l'heure. Lui, sa grande passion, c'est de modéliser en 3D des modèles qui vont faire les stars, j'ai envie de dire, dans des films d'animation. Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer en plus de tes modélisations ou, Ben, là, je peux montrer. Alors, attends, je cherche si je le trouve. Voilà. C'est un peu plus... ouais, alors je suis vite fait. Flip. Alors, on peut voir, par exemple, là, une petite étude que je suis en train de faire. Donc, les études dans la 3D, c'est pas les études comme on l'entend, tu vas à l'école. Une étude dans l'art, en fait, c'est quand tu essayes de reproduire à l'exactitude une image
un personnage. On appelle ça aussi communément des fan art, hein. Donc, comme dit, voilà, ZBrush permet de faire des trucs comme ça. Maintenant, je vais voir si je trouve un exemple de truc utilisé dans le film. David Jones, Friday, voilà. Voilà. Par exemple, un personnage très connu d'un film, donc je ne sais pas si on peut les citer ou pas, hein, donc je pense que les gens vont reconnaître un peu le personnage. Dans ce film en particulier, quoi, donc ce personnage qui a été fait. Donc voilà. Ah ouais, je le reconnais bien celui-là. Je crois que le film, c'est Pirates des Caraïbes. Ouais, gagné. Oui. Et si vous voulez, en fait, tout le personnage a été fait en 3D. Alors là, on a du haut maillage, hein, on a du maillage très très dense. Là, on frôle le million de polygones, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce qu'eux, ils utilisent après comme technique, c'est de la technique qu'on appelle de la mocap. Deborah est en train de l'étudier en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, ils font un modèle en 3D, donc un plein pied, hein, de la tête aux pieds, avec tous les décors, hein, les petits bernacles que vous voyez sur le chapeau, les tentacules et tout ça et compagnie. Et Alors, il y a un mocap, acteur. si je me souviens bien, c'est la contraction de motion capture C'est ça, en anglais, ouais, donc c'est la capture du mouvement. c'est ça. En fait, c'est donc Ça des veut dire mecs. que au lieu de mettre ce masque en latex sur un acteur, sur un comédien, c'est le comédien qui bouge, Ouais. qui va animer ton modèle en 3D, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, donc je vais voir si je trouve l'image. Voilà. C'est ça en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir l'acteur qui a joué pour Pirates des Caraïbes, il est très connu. Alors j'ai plus son nom en tête. C'est celui-là qui avait joué Victor dans Underworld. En tout cas, quelqu'un qui est expressif avec son corps, c'est ça? C'est ça. C'était un acteur. Il portait ce genre de combinaison avec les capteurs. Les petites lumières blanches, c'est des capteurs. Et en fait, après, avec un logiciel, on va lui dire, voilà, cette loupiote, ça va être le torse, cette loupiote, ça va être les épaules, la loupiote là, ça va être l'ouverture qu'on a entre le biceps et l'avant-bras. Tu vas avoir aussi plein de caméras au niveau de la tête et tout ça pour capter les mouvements faciaux et tout. Là, on peut avoir un autre exemple, là, voilà, Seigneur des Anneaux. Je suis en train de montrer le démoulage de la pièce. Alors pour l'acteur, c'est Bill Nighy qui a joué David Jones dans Pirates des Caraïbes. Ouais, voilà. Bon, moi les noms, hein, c'est pas mon fort. Mais ils l'ont fait aussi pour Terminator. Quand ils ont fait les nouveaux Terminator avec donc Arnold Schwarzenegger, ils voulaient refaire le Arnold Schwarzenegger jeune. Ils ont fait de la modélisation 3D. Ils ont observé tous les mimiques qu'avait Schwarty, son fameux, vous savez, ce fameux regard qui fait sans arrêt et tout. Ils ont étudié les influx sanguins du visage parce que quand on bouge, le sang différemment dans le corps. Ils ont étudié tous les flux sanguins et tout ça. Ils ont reproduit Schwarzenegger en jeune et après Schwarzenegger avec une combinaison de motion capture. C'est lui qui animait le jeune Schwarzenegger. D'accord, donc il y a des acteurs qui sont beaucoup plus doués pour faire ça. Mais il y a des stars, quoi. Ça se fait beaucoup dans les films d'animation, hein. Je crois que même Pixar ou DreamWorks, les animations, je sais plus s'ils font maintenant encore des animations à la main. Je crois que pour certains films, c'est encore fait, mais je crois que pour des films récents maintenant, parce que le métier d'animateur, c'est vraiment un métier très très compliqué. Rien que la danse de Scrat dans Shrek, non pas dans Shrek, qu'est-ce que je raconte moi, dans L'Âge de glace, quand il danse avec l'écureuil femelle, j'avais vu un time-lapse de sa danse. Le mec a passé, ne serait-ce que je crois, 45 jours à animer la danse, à ce qu'elle soit parfaite. Ouais, c'est du sport, hein. Sport de C'est très niveau.
C'est très laborieux vraiment comme taf, quoi. Et maintenant, la motion capture, ça se fait un peu partout. Ça a été aussi utilisé avec Lucas, hein. Tous les clones, ça c'était aussi un truc qui a été excellent. C'est que par exemple, vous voyez tous les clones dans Star Wars et tout ça et compagnie. À l'époque, les Stormtroopers étaient des acteurs qui portaient l'armure, qui était d'ailleurs très désagréable à porter, hein. Il le disait, il devait enlever des fois le bas et tout parce que l'armure n'était pas du tout adaptée pour le jeu d'acteur. Bah, tous les clones, bah, ça a été un truc génial. C'était, tu mettais un mec qui avait fait tous les mouvements des clones, et après, dans une scène, tu dupliquais 120 clones en pleine bataille et tout ça, en train de tirer à droite et à gauche. Ça a été fait pour Walking Dead aussi, ça a été fait pour Game of Thrones. Ce qui me fait penser quand tu parles de clones, c'est pour revenir à la 3D, à l'industrie numérique. Lionel, si tu veux passer sur mon écran. Si vous n'avez pas forcément entendu parler de l'impression 3D avant 2010-2014, c'est simplement parce que l'invention de Chuck, elle ne pouvait pas être clonée. Elle était protégée par un brevet. Celui qui voulait utiliser cette idée, il devait lui payer une licence. Mais ce qui est intéressant dans les brevets, c'est que au bout de 20 ans, l'idée peut tomber dans le domaine public. Et vous voyez à l'écran que justement en 2007, il y a des universitaires qui se sont dit waouh, l'impression 3D, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ne pas inventer une machine qui construit une machine Et du coup, c'est le projet open source RepRap qui a créé avec des matériaux très très simples qu'on peut trouver au magasin de bricolage du coin, des tiges filetées, des écrous, des moteurs, pas à pas, et aussi des cartes électroniques Arduino, peut-être vous avez entendu parler de ça, piloter ces machines. Et surtout, vous avez compris que une imprimante 3D, ça pouvait imprimer des pièces en 3D, mais en plastique. Et justement, ces machines ont des pièces plastiques. C'est-à-dire que cette imprimante, elle peut, entre guillemets, se cloner en partie pour créer cette imprimante-là. Et la suivante. C'est intelligent, en fait. En fait, ils contournent les droits, en fait. Parce que quelque ils ne part... contournent pas, hein. Les droits sont toujours respectés. Ça veut dire que le projet open source, c'est quand il y avait plus de risque d'avoir Chuck Hull, l'américain, qui voulait garder son idée, de faire un procès, quoi. Et au bout de 20 ans, Chuck, il a fait son business. Il a fait des imprimantes 3D qui sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, cette petite imprimante 3D de bureau, elle ne concurrence pas l'invention, ou en tout cas l'industrie que Chuck a mis en place. Mais grâce à ce projet, il y a un truc intéressant, c'est que ce n'est pas juste les industriels qui ont accès à l'impression 3D. C'est tout un chacun, au départ, qui avait un peu de connaissances en mécano, quoi, monter ça. Et puis ensuite, on voit tout ce que l'impression 3D peut faire à la maison, dans les hôpitaux, etc. Je vous montre rapidement des productions en impression 3D. Si on utilise du chocolat, vous pouvez faire des formes en chocolat. Si vous utilisez de la pâte sucrée, vous pouvez faire des bonbons. Voilà, si vous avez de la pâte à pizza, de la sauce tomate, de la crème fraîche ou du gruyère, vous faites une pizza. Pareil pour des pâtes, hein. Et plein d'autres choses. Voilà un exemple de grosses imprimantes 3D qui sont vendues par l'industrie, pour l'industrie. Elles sont aussi grandes qu'une énorme photocopieuse, comme on pouvait en voir à l'époque. Et justement, de ces imprimantes-là, on peut sortir des objets 3D extrêmement complets. La complexité dont parlait Alexandre, voilà, c'est justement
créer des plans très précis, très détaillés. La différence de l'industrie du cinéma que Alexandre vise dans son métier, c'est une 3D qui, finalement, elle cherche l'effet visuel parfait pour que dans votre salle de cinéma ou votre télé 4K, eh bien, vous avez un détail photoréaliste extrêmement précis. Et pour les imprimantes 3D, ça se traduit autrement, puisque le réalisme, au final, c'est est-ce que l'imprimante 3D va imprimer en plusieurs couleurs et pas juste en une couleur comme j'ai pu faire tout à l'heure avec la pièce orange. Là, vous avez des objets qui sortent en plusieurs couleurs. Alors, comment c'est possible? Vous avez vu que j'avais une bobine orange sur ma petite imprimante 3D. À votre avis, combien de bobines, entre guillemets, de bobines ou de matériaux vous pensez que cette grosse imprimante 3D utilise pour faire tous ces objets que j'ai pu photographier? Alors, vous avez le choix. 4 couleurs ou 4 types de plastique, 6 ou 8. Alexandre. Alors, on a un commentaire juste de Yann qui nous regarde, qui disait la pâte sucrée, c'est de la pâte d'amande. Oui, c'est sans doute quelque chose de facilement malléable. Merci Yann. Est-ce qu'il en a goûté des bonbons imprimés en 3D? Ou il en fait lui-même? Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à répondre à la question. Et pour toi, Yann, si tu as déjà eu l'occasion de goûter des trucs imprimés en 3D, n'hésite pas à nous lâcher un commentaire aussi. Je sais que tu nous regardes. Alors, le temps qu'ils écrivent. Une sucette ici à l'écran, imprimée en 3D avec du plastique de couleur, je vous déconseille de la goûter. Hein. Et pour voir si vous avez une réponse avec, à votre avis, combien de types de plastique on peut mettre dans cette imprimante? 4, 6, 8. À ton avis, Alexandre? Alors, je ne sais pas si ça utilise déjà les techniques d'impression, on va dire un peu de ce qu'on fait. Hein. Si tu veux, en fait, je sais que les couleurs, aujourd'hui, c'est du RVB normalement, et c'est un mélange de couleurs qui va créer après les différentes teintes et tout ça. Oui, c'est pas loin. Mais je ne sais pas si l'impression 3D arrive déjà à ça. Si c'est du print, je dirais que c'est du 4, c'est du CMJN, si je ne me gourre pas. Ah, tu chauffes. Alors, pour rebondir sur ton commentaire et ta réponse, donc pour toi, une imprimante 3D qui imprime en couleur, il y a au minimum 4 types de plastique, un peu comme nos imprimantes couleur chez nous avec les cartouches, 4 couleurs. Ouais. Tu dis 4, qui dit plus? Il y a Dominique qui dit je dirais 4 couleurs et Yann qui dit non, c'est infect de la pâte d'amande. D'accord. Bon, les goûts et les couleurs, hein. D'ailleurs, on parle de ça. Alors, pour répondre et mettre fin à ce suspense, il y a 4 couleurs de plastique, mais pas que. Il y a 4 autres types de plastique qui sont injectés, entre guillemets, dans cette imprimante 3D. Le plastique, donc, de couleur cyan, c'est le bleu hein, dans votre imprimante couleur. Il y a du jaune, il y a du magenta, c'est un peu le rouge-rose que vous trouvez ici, et le noir, et c'est donc les 4 couleurs primaires qui font toute la panoplie des couleurs. Et on rajoute à ça 4 autres types de plastique, parce que vous voyez par exemple que cette paire de lunettes imprimée avec cette imprimante 3D, on a un plastique qui est transparent pour simuler le verre. Alors on ne voit pas très bien, j'ai remarqué avec, je vais zoomer. Voilà, vous avez le bandeau Quiz Impression 3D. Là, la lunette dispose d'un plastique transparent, d'un plastique dur pour les branches de la lunette et d'un plastique mou pour les espèces de mousse amortisseurs de la lunette. Donc, 4 plastiques de couleur plus 4 autres plastiques. Un transparent,
un opaque qui va refléter la couleur de base, un plastique dur et un plastique mou. Donc la bonne réponse, c'est 8 types de plastique qui rentrent dans cette imprimante. Et pour reboucler sur d'autres types d'impression 3D, la dernière impression 3D qui m'a vraiment scotché à partir de la grosse imprimante qu'on voyait tout à l'heure, c'est cette fameuse star de style de cinéma qui a sans doute été modélisée par un collègue ou un confrère de Alexandre et qui a été imprimée justement. Et la mise en scène est assez exceptionnelle puisqu'on voit une espèce de bac aluminium comme s'il y avait un macabé dedans. Et ben, cet alien, il était froid, mou, et quand je l'ai touché, j'avais presque peur d'être face au vrai monstre des films aliens. Alors, Alexandre, un commentaire sur les films aliens, vu que tu es un fan, entre le premier Alien datant des années 70 ou 80, la technique a énormément évolué avec les derniers films. Alors, le premier Alien, c'est Ridley Scott qui l'a fait. Hein. Je crois que c'était même en 64, si je me gourre pas. Hein. Je crois que c'est en... Ouais. En fait, ils avaient un acteur et ils avaient modélisé entièrement la combinaison de l'alien. Mais ça paraissait un peu kitsch. Hein. C'était un peu comme à l'époque les Power Rangers, les monstres et tout ça. C'était de la mousse, de la stock et tout, quoi. C'était ça, quoi. Et ce qui a été assez fou, c'est que Ridley Scott, en faisant ce film, a instauré un peu les gros codes de suspense des films d'horreur, parce qu'on voyait très peu la créature, mais les mises en scène étaient vraiment... la tension était palpable. Hein. Quand on voit l'autre qui se rince le visage et tout, le mécano qui se rince le visage et tout, on voit la bestiole qui descend derrière avec la musique bien pesante et tout. Il y avait les plans et tout quand l'autre il est dans les conduits d'aération avec le lance-flamme, tu as les autres qui sont en panique, qui s'approchent, fais attention. Et on voit juste la créature très brièvement, mais la tension était palpable. Ouais, on sent le cinéphile passionné. Et je pense que c'est justement pour ça que toi, la 3D te passionne, c'est réussir à faire des effets, des mises en scène avec des modèles en 3D. Et, surtout la création. Ce qui me passionne vraiment, c'est plus la création des personnages, en fait. Ouais, la modélisation, ouais. Après, c'est sûr que c'est toujours plaisant de voir son personnage animé. Alors, attends, je vais voir si je retrouve ça. Parce que quand j'étais en cours à la MJM, on avait dû faire donc des courts-métrages Ouais. pour l'école. Alors, je vais voir si je le retrouve. Alors, en attendant de court-métrage, moi, je vais télécharger le court-métrage de l'impression 3D. Ça, je les ai foutus. On va pouvoir apercevoir en accéléré l'impression de la pièce orange. Alors, dans exactement 30 secondes, on va pouvoir voir cette fameuse pièce qui a été imprimée couche par couche. Là, c'est le logiciel qui pilote l'imprimante, qui sait exactement où le plastique va être déposé. Et on voit le timing, le nombre de mètres de plastique et le nombre de grammes. Voilà. Je vous passe les détails sur tout ce qui se trouve à gauche, c'est du paramétrage. Mais le résultat peut être vu, voilà, en accéléré. Donc il a fallu à peu près 2 heures d'impression pour cette petite pièce. J'imagine pas combien de temps il faudrait pour imprimer un alien en entier, taille humaine.
Très Alors, longtemps. je sais que maintenant, beaucoup qui commencent à se mettre à l'impression 3D, certains impriment maintenant, bon, pour tout ce qui est convention et compagnie, certains impriment des pièces en armure ou même des armures de Stormtrooper, hein, par exemple. Hein. Ouais, ben, ils sont passionnés. Bon, ça prend du temps, hein, parce qu'à la base, il fallait que tu commandes le truc sur le site officiel de Star Wars. Je Ouais. donnerai pas les prix parce que c'est monstrueux. Hein. Les gars, ils t'imprimaient ça justement en thermo formé Ah oui, et ils te les envoyaient. Après, tu devais c'est de démonter tes pièces. l'artisanat, quoi. Il fallait que tu démontes tes pièces, que tu assembles ton armure et que tu la peignes toi-même, que tu rajoutes les artefacts que tu voulais et tout ça. Parce que bon, les armures de Clone Troopers, ce qui était quand même cool, c'était que c'était des armures personnalisées. Chaque bataillon avait sa propre couleur, ses propres modèles d'armure et tout ça. Et il y avait les traces d'impact et tout, la peinture qui s'écaillait un peu pour montrer que les mecs, ils avaient vécu du champ de bataille, quoi. Ouais, c'est clair. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier de noter, c'est que toutes ces armures, elles sont pas standards. Enfin, les armures sont standards. Mais par Ouais. contre, les personnes qui sont dedans, c'est pas des clones. Ça veut dire que réussir à faire une armure qui soit à sa bonne taille, eh ben c'est un des défis de l'impression 3D, c'est justement pouvoir se baser sur la morphologie de la personne. Ouais. Et si je prends l'exemple de cette visière imprimée en 3D, la chose qu'on sait au final, c'est que la tête d'un adulte, elle a à peu près, je sais pas, 60, 65 cm de circonférence. Et du coup, on peut faire quand même des pièces standards qui s'adaptent à tous les types de têtes, quoi. Mais si on veut faire des objets personnalisés, en tout cas, la modélisation, c'est un sujet qui est passionnant. Et moi, je vous propose, puisqu'on est quasiment à la fin de cette heure de live, c'est de se mettre en marche pour, en ordre de bataille. Qu'est-ce que je dis là? On a vu de la pression 3D, on a vu du modélage 3D, mais on n'a pas modélisé soi-même. Et ce que j'aimerais pour la semaine prochaine, pour le prochain live, c'est justement proposer aux personnes qui nous suivent de pas juste répondre au quiz, mais grâce à notre page internet, leur proposer de modéliser eux-mêmes quelque chose en 3D. Alors pour que ceux qui nous connaissent et ceux qui savent que imprimer et modéliser en 3D une toupie, c'est assez facile. Je vous montre un petit exemple que j'ai sous la main. Voilà. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir comment l'impression 3D peut modéliser une toupie que vous aurez dessinée vous-même. Et je compte sur Alexandre, si tu es disponible la semaine prochaine, Normalement, pour oui. venir nous donner ta version de la modélisation 3D. Ouais, Et je nous, pourrais. Ah, Il y c'est aura, super. il y aura pas mon visage. Il faudra que je fasse un partage d'écran avec le son et montrer Ouais, un pas de peu. souci. Sinon, je voulais rajouter une petite parenthèse. Tu avais Vas-y. dit que justement, pour l'impression 3D, la morphologie change par rapport à des personnes et tout ça. Je suis une cosplayeuse. Alors, elle est québécoise. Elle s'appelle Marie-Claude Boubonnet, hein, pour ceux qui la connaissent et tout ça. Et elle avait fait à Mhm. l'époque un cosplay de Scorpion de Mortal Kombat. Wow. Et justement, elle avait Ambitieux. fait le masque de Scorpion en impression 3D et elle savait que le Excellent. problème, c'est que la morphologie, ça change. Alors maintenant, aujourd'hui, il existe un truc super qui s'appelle le scan 3D. C'est-à-dire que tu fais une Ouais. photo face, trois quarts, profil, trois quarts arrière, arrière. Tu fais donc une photo à 360 de ton visage. Mhm. Ça crée, avec un logiciel, ton visage en 3D. Ouais. Et ensuite, suite à cela, il y a donc un modeleur qui a, de par son visage scanné en 3D, créé le masque de scorpion par-dessus pour que ça s'adapte à la morphologie, et après l'a Mais oui. imprimé en... Mais moi, je trouve ça hyper intéressant ce que la 3D est capable de faire et ce que des gens doués
en modelage 3D peuvent faire maintenant. C'est-à-dire que autant vous avez fait ça pour une passion, pour se déguiser, autant le sujet du jour, c'est comment faire un masque qu'on puisse porter toute la journée pour pas attraper le virus qui nous confine chez nous, quoi. En tout cas, on voit que les makers qui ont investi ce domaine, ils sont pas laissés prier pour trouver des solutions assez rapidement. Et l'intéressant, c'est que il faut les féliciter. Ils ont pris les choses en main. Et l'avenir de la 3D, bon, elle est de plus en plus connue du grand public, hein, et c'est ça qui est intéressant. En tout cas, notre association est là pour vulgariser ça, pour que la plupart des gens connaissent l'impression 3D et y trouvent éventuellement une vocation, quoi, comme Alexandre. Ouais, surtout que la 3D aujourd'hui, hein, c'est pas difficile à apprendre, hein. Je veux dire, aujourd'hui, sur Internet, tu as plein de mecs qui font des tutos, qui montrent comment avancer les trucs et tout ça. Comme dit, moi, j'ai fait des études en 3D, mais tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de par moi-même. C'est même pas si compliqué que ça. C'est de l'anatomie, essayer de reproduire des images, étudier le corps humain, les environnements, les couleurs, les trucs, les machins. C'est juste de l'observation et avoir beaucoup de connaissances de certains sculpteurs, hein, ou surtout de la sculpture du passé, parce que tout ce que nous on fait aujourd'hui, les références, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça date de ces types, hein. L'anatomie, c'était pas Picasso, c'était pardon, Léonard de Vinci, voilà. C'est lui qui était un lumière qui a donc bravé les interdits de la religion, qui a fait de l'étude anatomique, qui était d'ailleurs traité de nécromancien par la religion parce qu'il étudiait les corps. Ses œuvres sont trouvables facilement sur Internet. C'est des sculpteurs comme Farelli, hein, qui ont inventé le plane surface. C'est tout ça, quoi. Ouais, c'est des sujets pointus, mais pourtant accessibles grâce à des sites Internet. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour apprendre à modéliser soi-même un petit objet, une toupie ou autre chose, et de voir justement, comme Alexandre, que c'est facile à prendre en main. Et puis après, on vous proposera certainement des liens pour augmenter votre bagage culturel sur la 3D. En tout cas, on a bien tenu ce live. Je remercie Alexandre d'avoir participé et Lionel d'avoir orchestré tout ça. Je te laisse le mot de la fin, Lionel. Oui, écoute, moi je remercie toutes les personnes qui nous ont vus. Hein. N'hésitez pas, pour ceux qui verront le replay, à effectivement peut-être mettre des commentaires sur ce qu'on pourrait faire la semaine prochaine dans la modélisation. Je lis juste le dernier commentaire de Dominique qui nous dit que, puisqu'il a écrit à plusieurs reprises, que Rembrandt aussi apparemment a participé à tout ça. Il tenait à ce que je le dise, hein, puisqu'il l'aurait écrit plusieurs fois. D'accord. Voilà, donc je remercie toutes les personnes qui étaient en live, toutes les personnes qui nous reverront. La vidéo, elle sera mise aussi sur la chaîne YouTube Formaker. Voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous donner des idées. Voilà, et si vous êtes tous prêts, je vais clôturer ce live en cliquant sur le bouton fin. Vous êtes prêts? 3, merci à tous. 2, 1.